Bon vendredi matin à tous. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, ce matin, là, je serais restée dans mon lit pour vous jaser, par exemple, puis on aurait regardé ensemble un Columbo, genre. Sais-tu, vous pouvez prendre d'autres choses, là, mais moi, ce serait Columbo. Probablement que Normand j'aime aussi. Nous sommes des fans. Mais tu sais, c'est le genre de matin où tu te dis, bon, je vais pas travailler, je reste à la maison, je fais ce que j'ai jamais le temps de faire. Il mouille, de toute façon. Étonnamment, il y avait quand même de la circulation ce matin. J'espère que vous êtes plus pris dedans. Il y avait beaucoup de monde qui textait, d'ailleurs. Alors, j'aurais pu, encore une fois, donner quelques numéros de plaque ce matin, mais nous ne le ferons pas parce qu'on n'est pas de mauvaise humeur, pareil. Même s'il fait moins beau puis que le week-end s'annonce un week-end de grisaille, on espère que l'été va s'en venir bientôt. En attendant, on va parler de toutes sortes de choses. Nous allons recevoir en deuxième heure d'émission, je vous le dis tout de suite, Mario Cyr. On va faire une plongée dans l'univers de ce plongeur caméraman sous-marin des îles de la Madeleine qui nous rend visite. C'est un spécialiste des glaces et il se trouve qu'il revient à peine d'un 37e voyage en Arctique. Imaginez ce qu'il va nous raconter tout à l'heure. Puis je sais que vous êtes friands d'histoires, d'anecdotes du genre. Il est déjà venu à l'émission, puis on n'avait juste pas assez de temps pour lui poser toutes sortes de questions. Fait que soyez là tout à l'heure en deuxième heure d'émission. On va également tout à l'heure recevoir Winston McQuaid parce qu'il y a un événement Procure pour le cancer de la prostate dimanche, mais aussi parce que c'est la fête des pères et que on va faire d'une pierre deux coups et parler à la fois du rôle du père d'aujourd'hui comparativement à celui d'hier. Puis Winston a connu toutes les époques. Lui-même a 5 enfants et plusieurs petits-enfants. Fait avec lui, vous pourrez me dire comment vous voyez votre rôle de père. Mais d'abord, on va parler de changer de vie. Vous savez qu'on aime ça, aborder ce genre de questions. On le fait souvent au fil des ans. Puis là, dernièrement, dans les médias, dans les journaux, on voyait qu'il y avait comme un engouement pour ce sujet. On nous a présenté, entre autres, beaucoup de portraits de gens qui avaient décidé de, presque du jour au lendemain. Hein. Souvent, on nous présente ça comme, bon, ça y est, sur un coup de tête, ils sont partis, ils ont décidé de partir un an en voilier, ou ils ont carrément changé de vie, ils habitent maintenant en Thaïlande. Tu sais, tu peux faire, dans le fond, tout ce que tu veux dans la vie. C'est drôle parce que quand on y pense, on peut se dire, ben oui, c'est vrai, qu'est-ce qui m'arrête à faire ce que je veux? Souvent, la première chose qui nous arrête, c'est nous-mêmes. Mes invités ne se sont jamais laissés arrêter par eux-mêmes. En tout cas, ils vont nous dire comment ils ont réussi à passer par-dessus parfois cette peur qui peut surgir. Daniel Blouin a d'ailleurs écrit là-dessus. Il fait des conférences également. Il a écrit Entrée de zone, qui était en fait la suite, Daniel, de Sortie de zone. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Avec nous, Ghislain Demers, également dans le concept de « Je change de vie tous les 7 ans ». Vous êtes pas mal champion de ça. Ghislain, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes un designer de vie. Expliquez-moi un peu ce que c'est. Un designer de vie, en fait, c'est parti de mon expérience personnelle. Je voulais faire des changements dans ma vie, puis je voulais que ça ait du sens. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup trouver des façons de faire différentes. J'aime pas me conformer. Ça a été malheureusement une douleur pour plusieurs personnes. À l'école, vous avez dû avoir de la misère à l'école? Effectivement, oui. En fait, j'ai pas eu de misère parce que finalement, les gens m'ont laissé faire ce que je voulais. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Alors, vous êtes allé dans une école alternative où vos parents vous ont enseigné à la maison? Non, en fait, beaucoup de choses que je fais maintenant est en réaction au fait que j'ai pas fait ces choses-là quand j'étais jeune. Ah, voilà, c'est ça. Mes parents étaient pas heureux, puis on vivait dans un milieu pauvre, puis je m'étais dit que j'allais faire tout ce que j'avais comme énergie, j'allais la placer à trouver des solutions pour me sortir des choses qui me rendaient pas heureuse. C'est ça, vous dites, vous venez d'un milieu assez défavorisé à Drummondville. Votre père était concierge, votre mère était serveuse, puis vous les avez vus travailler dur toute leur vie pour finalement pas avoir de plaisir. C'est un peu ça, là. Mm-hmm. Vous vouliez pas que ça vous arrive? Non, effectivement. Comment qu'on y arrive à pas refaire ce que nos parents ont fait? Avoir une tête de cochon, ça m'a aidé. M'entêter à vouloir me débattre quand j'étais dans des situations où j'étais pas confortable, où je voulais absolument sortir et être visionnaire un peu. Décider que même si ce que je pense, ça n'a pas de bon sens, d'arriver à le mettre en place parce que je me dis qu'à court terme, peut-être j'y arriverai pas, mais à long terme, c'est là où le secret est, à mon avis. Vous allez nous raconter tout à l'heure comment, parce que vous avez tendance à changer de vie, Ghislain, tous les 7 ans. Là. Oui. Vous pensez d'ailleurs que les cycles, c'est vrai ça, on dit souvent qu'un cycle, c'est 7 ans. Oui. Daniel, es-tu d'accord avec ça? Écoute, moi, mon premier cycle a duré 5 ans et mon deuxième 12 ça peut être plus ans. court. Donc, ça peut-être être une plus moyenne, oui, absolument. Il n'y a pas de règle, mais
C'est quelques années, absolument, ça, je crois à ça. Tu te reconnais dans le... Oui, puis on a parlé avant l'émission, puis je comprends totalement que puis c'est ça qu'il faut faire. Lui, Ghislain, c'est un autre exemple. Moi, j'envoie écoute, depuis 3 ans et demi, je reçois des messages à chaque jour de partout dans le monde, depuis que j'ai publié mon premier livre, d'histoires de sortie de zone de confort quelconque. On est 7-8 milliards sur la Terre, il y a 7-8 milliards d'histoires de sortie de zone quelconque, à petite échelle, comme à grande, personnelle, professionnelle. Mais c'est toujours... Mais disons qu'il y a plein de pays où les gens n'ont pas les moyens. Là. Ouais, oui, non, mais c'est chacun à son échelle. Là. Ça veut dire à chaque fois transcender une peur pour faire ce que tu sens. C'est toujours du ressenti que tu dois faire. Et qu'il disait que ce qu'il pensait, ça avait pas de bon sens. Non, mais cérébralement, rationnellement, ça n'a jamais de bon sens. On ne comprend jamais notre ressenti qui nous dit qu'on s'éteint et qu'on doit passer à une autre étape. Mais on essaye de le comprendre puis de faire une liste du pour et du contre, puis on ne comprend jamais rien. Et c'est ça qui nous fait peur et qui nous freine. On parlait de blocage, hein, les 2 plus grands blocages, c'est l'insécurité financière et le deuxième, c'est l'opinion des autres. Ouais. Je le vois chaque jour, là, c'est toujours la même chose. Dans cet ordre-là, tu dirais? Oui. Puis ça dépend des histoires. Oui. Mais c'est de transcender ces peurs-là et ça se fait. Notre subconscient ne veut pas de changement. Pour de vrai, ça va peut-être avoir de l'air con, ce que je veux dire. Mais notre plus grand traumatisme de changement, là, c'est notre naissance. C'est gravé dans notre cerveau que le changement, c'est difficile. Et ce n'est pas soit tu veux pas. C'est pour ça, des fois, on veut faire des choses, mais on est gelé. On comprend même pas pourquoi on est gelé, puis qu'on le fait pas. On a la chienne, c'est complètement irrationnel. Mais imagine, là, c'est la même chose. Imagine à l'époque où on était tous dans le fœtus de notre mère et que là, on sentait que la vie nous poussait à sortir. Puis là, s'il avait fallu devenir rationnel, cérébral, intelligent, là, bien raisonnable, puis qu'on s'était mis à faire une liste du pour et du contre. Daniel, est-ce que je devrais sortir d'ici, oui ou non? Pense-y, fais une liste du pour et du contre. Il y a personne, pas peut-être, garanti 100% qu'il y a personne qui serait sorti de là. Et on serait tous passés à côté de notre vie. Et ce qui serait arrivé, c'est qu'on serait morts. Parce que c'était tellement confortable, c'est ça que tu veux dire. Absolument. Ça n'était que du risque. C'était difficile. La transition, la sortie de zone va tellement être difficile que je te jure, tu vas chialer en sortant. Mais la preuve, c'est ce qu'on fait en théorie. C'est gravé dans notre subconscient, ça. C'est notre première grande sortie de zone à vie. Puis ça n'est pas une blague. Puis maintenant, dans la vie, quand on sent le besoin de changer parce que la vie, c'est un rouleau compresseur. Ça l'avance. C'est soit que tu résistes et que tu souffres beaucoup psychologiquement, physiquement. Tu développes des symptômes garantis ou soit que tu sais que c'est normal, comme ta naissance, c'est normal et que tu t'en sers comme tremplin pour évoluer, pour grandir, pour avancer dans ta rivière. Mais adulte... Avancer dans ta rivière, une vie, moi, c'est une rivière, puis une vie, c'est une succession. Moi, j'en parle toujours en conférence. Moi, je fais une très grande analogie avec la vie du saumon du Pacifique. Parle-moi donc du saumon, non, mais c'est ça a l'air bizarre dit comme ça, mais moi, c'est l'affaire que les gens retiennent le plus, je pense, de ma conférence. Tous les saumons naissent au bout d'une rivière. Puis ils descendent de rivière, vont dans l'océan Pacifique, Atlantique. Et ils remontent tous depuis des millions d'années. Il n'y en a pas un qui se trompe. Là. Ils remontent tous exactement dans la bonne rivière dans laquelle ils sont nés. Puis ils remontent exactement jusqu'où ils sont nés, à leur source. Le saumon de l'Atlantique, lui, fait ça quelques fois dans sa vie. Mais le saumon du Pacifique, il ne fait ça qu'une seule fois. Il grandit dans l'océan Pacifique, il passe 4, 5, 6 ans, il remonte jusqu'en Alaska, puis à un moment donné, il redescend. Puis il lui passe des centaines de rivières dans la face. Puis moi, c'était la même chose. En sortant de l'école, quand j'ai grandi, il m'est passé des centaines de rivières dans la face. C'est-à-dire policiers, pompiers, avocats, comptables, journalistes, architectes, construction, joueurs de hockey. Puis à un moment donné, lui, le saumon du Pacifique, puis c'est imbécile, un saumon, là, c'est pas intelligent, c'est con, un saumon. Lui, il sent que celle-là, ça fait, en dedans de lui, ça vibre. Et il sait que celle-là, c'est la rivière qui va le faire revenir à sa source. Mais nous, on est pas si con que ça, finalement. Exactement. Parce qu'il y en a pas un qui s'est trompé, ça fait des millions d'années. Et sur la Terre, nous, là, on est tellement intelligents, les humains, qu'on est des milliers d'humains à se tromper à chaque jour de rivière. Parce que nous, on est intelligents, on se dit, attends pas, je suis pas con. Moi, je suis pas un saumon. Je vais prendre la plus longue, la plus facile, la moins de chute, la moins douce, la moins rapide. Puis on se trompe à chaque jour sur la Terre. C'est incroyable. On se débranche de notre instinct. Et une fois, on se débranche totalement de notre subconscient qui nous dit clairement quelle rivière prendre. Et une fois que le saumon entre dans sa rivière, sa vie, c'est une succession continue. Pas un peu, là. Continue de fausses, courant, fausse, courant, fausse. Obstacle, ça veut dire, fausse, c'est zone de confort.
Parce que c'est là qu'il reprend ses forces. C'est là que quand tu vas à la pêche au saumon, les saumons sont dans les fosses, sont dans le trou parce que la vie, le courant, passe 10 pieds au-dessus de leur tête. Et ça ne prend pas d'énergie, ça ne prend pas de force, ils se reposent. Mais c'est aussi là qu'il y a des pêcheurs à la mouche. Ouais, oui, il y a ça aussi, mais sa vie, c'est une succession de zones de confort, transition difficile, zone de confort, transition difficile, zone de confort. Et c'est notre vie, là, c'est exactement ça. Puis rendu au bout, lui, le saumon du Pacifique, il se reproduit et il meurt là. C'est exactement notre vie. Et la vie d'un saumon du Pacifique, ce n'est pas de passer sa vie à tourner dans sa fosse, comme un poisson rouge nourri par en haut. Non, lui, même si c'est très facile, même si c'est pas angoissant, c'est pas stressant, puis la vie passe 10 pieds au-dessus de la tête, là, il sait, il comprend rien, le saumon. Il sent qu'il doit sortir de là parce que sa job dans la vie, c'est de remonter sa rivière. Et c'est où que c'est difficile? C'est une fois qu'il sort de son trou, de sa fosse, de sa zone. C'est lorsqu'il se met le nez dans le courant, la vie d'en face. Parce que quand tu sors de ton trou, de ta fosse, de ta zone, qui est devenu inconfortable, on le sent tous à un moment donné dans notre vie, c'est là que c'est difficile parce qu'on se met le nez dans le courant. Tout de suite. Il y a un moment donné, il y a une traversée du désert où, parce qu'on a besoin d'argent, c'est difficile, j'ai plus d'énergie, là, j'ai le goût d'abandonner. Puis c'est normal, on a la vie dans la face, on est dans le courant. Mais il faut toujours se rendre au point de bascule, parce qu'il y a toujours un point de bascule où là, tout d'un coup, le courant devient moins fort. Ta tête commence à rentrer sous le courant, puis là, tu commences à faire une entrée de zone. Tu redeviens à l'aise, confortable, en possession de tes moyens dans un nouveau métier, dans une nouvelle tâche, dans une nouvelle situation, dans un nouveau contexte. Puis là, tu regardes en arrière, puis à chaque fois, c'est toujours la même chose. Tu te dis, c'était exactement ça qu'il fallait que je fasse. Puis une chance que je suis sorti de mon trou, une chance que j'ai persisté dans le courant quand je pensais abandonner, une chance que j'ai continué à suivre mon ressenti qui me disait très, très bien que je marchais vers la bonne place, malgré mon rationnel, mon raisonnable, qui me disait d'abandonner, parce que souvent qu'on on a la vie dans la face, puis que c'est difficile, puis qu'on comprend pas ce qu'on fait là, mais on le sent qu'on doit continuer vers là. On pense que la vie nous envoie un message. « Hey, Daniel, vois-tu, c'est bien plus difficile que tu pensais. Hein? C'est tough. Ah ouais, tu dis, on a un mauvais karma. Ouais, donc, si c'est difficile, ce n'est probablement pas fait pour moi. La vie m'envoie un message. Ça n'a absolument aucun rapport. Ben, la vie n'est pas tout le temps en train de nous envoyer des messages. Ben alors, qui écouter? Parce que l'instinct, c'est quelque chose qui, des fois, c'est comme un visage à deux faces. T'as ton instinct qui est bon, puis on dirait que tu as un autre instinct qui t'envoie sur des mauvaises rivières. Écoute, alors, comment savoir? Quand tu sens que tu dois faire un changement de vie quelconque, une sortie de zone de confort quelconque, personnel, n'importe quoi, là, transcender une peur, automatiquement, on a la chienne. Toujours. J'ai jamais vu quelqu'un qui a pas la chienne de ça. Là. C'est inconfortable. On a peur. Puis là, on se dit, comment tu sais là, que tu vas pas te tromper? Ben c'est ça, mais ça c'est suivre ton ressenti qui t'allume, parce qu'un vrai ressenti, c'est quelque chose qui t'enthousiasme beaucoup. C'est quand tu mets le doigt sur l'affaire qui te met des étincelles dans les yeux, puis là qui te fait parler tellement, puis tu t'en parles à tout le monde, tellement ça t'excite, ça t'allume. Mais ton ressenti, est-ce que c'est pas un autre mot pour l'instinct? Ben l'intuition. Moi, c'est surtout de l'intuition. Instinct, et automatiquement, directement proportionnel par en arrière, on est gelé par notre inconscient qui nous dit non, tu veux pas de changement. Tu veux avancer un peu, t'as peur un peu. Tu veux avancer beaucoup, t'as peur beaucoup. Et il ne faut surtout pas penser que c'est un message de la vie. Notre cerveau est fait comme ça. Ouais. Puis il faut suivre ce qu'on sent qu'on doit faire, même si on a la chienne. Est-ce que tu crois au message de la vie? Ben, je veux dire, c'est la nature. Moi, mais beaucoup de gens disent ça. Ah, la vie m'envoie un message. Ouais, ben, des fois, elle te donne des petites tapes dans le dos, mais il faut pas penser que la peur, c'est un message de la vie. Parce que je le sais, je l'ai vécu, là. Tu sais, quand je voulais faire un changement, j'y pensais. Pardon? Les problèmes non plus. Non, mais, tu sais, nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. C'est toujours comme ça, là. Répète donc, là. Nos insatisfactions sont toujours directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Ah oui? Parce qu'on le sait, ce qu'on veut, ce qu'on serait capable. Puis là, ça nous fait chier. On est sacré de la frustration, puis on commence à s'éteindre petit à petit. Mais une fois que tu le sais, ça, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Tu sais ce que tu sens que tu dois faire. Tu le sais, automatiquement, tu vas avoir la chienne. Je te le dis tout de suite, tu vas avoir la chienne. Ça, c'est pas un message de la vie, c'est normal. Puis dès que tu vas sortir de ton trou de ta fosse, je te le dis tout de suite, là, ça va être très difficile. Ouais. Puis c'est pas parce que c'est très difficile qu'il faut pas que tu le fasses. Au contraire. Écoute, c'est la même chose physiquement. Là. Si je te dis t'es pas en forme puis tu veux devenir en forme, demain, OK, on s'entraîne. Tu sors de ton trou de ta fosse, de ta zone. Demain, on s'entraîne beaucoup. Plein d'heures, là, 10 heures par jour demain. Je te jure que le lendemain, tu vas vouloir mourir. Tout le monde sait ça, là. Tout le monde souffre physiquement, veut mourir, puis on se dit
Faudrait surtout pas penser que la vie est en train de nous envoyer un message. Ouais. Hey Daniel, vois-tu comment tu veux mourir physiquement? Là? Ouais. T'aurais jamais dû faire ça, c'est une grosse erreur. Ben non, ça n'a aucun rapport. Là. C'est quand tu sors de ton trou de ta fonce, c'est difficile. Et plus t'avances, ça devient de moins en moins difficile. Et à un moment donné, il y a le point de bascule où là, ça devient un peu plus facile. Si tu continues, tu deviens très à l'aise. Puis à un moment donné, tu rentres dans une nouvelle zone où tu regardes en arrière après ça, puis tu te dis, c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse. Puis avoir su que j'avais peur pour rien, j'aurais dû faire ça avant. C'est toujours la même affaire. C'est très à juste. À petite échelle comme à grande échelle. Effectivement. Le Ghislain danger Demers, vous avec- êtes d'accord? Oui, exactement. J'adore l'analogie du saumon. Je pense que ça On verra illustre plus jamais très, un très saumon bien. de la même manière. J'en mange plus, moi, Ben depuis là, ce temps-là. j'imagine bien. Mais effectivement, il y a, tu demandais la question tantôt, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une place où ça fait mal? Puis moi, je pense que la solution, c'est de regarder en arrière puis de dire, ça faisait encore plus mal en arrière. Puis la raison pourquoi je suis là puis que ça fait mal là, c'est parce que je m'en vais vers quelque chose. J'adore Et ton... c'est une étape, là. Faut Ouais. surtout pas penser que c'était une erreur ou un échec, ce qu'on vient de faire. C'était une étape dans notre rivière. Puis moi, ça a été, je dis ça parce que je l'ai vécu. Je me disais, bon, c'est-tu un échec, c'est une erreur? Parce que moi, dans la vie, je pensais que t'étudies, tu commences à travailler dans ce que tu étudies. Après ça, il y a un trou noir. Il y a un blackout d'environ 40 ans, sans changement. Ben, moi, c'est ce que je pensais. Ouais. Puis il y avait 2 autres changements que tu allais vivre un jour, c'est la retraite et la mort. Moi, je pensais que c'était ça la vie. Un peu noir quand même, mais un peu résumé. Non, mais on pense ça. On pense qu'on étudie, on commence à travailler là-dedans, puis après ça, théoriquement, si t'es quelqu'un de normal, un adulte stable. Mais tu penses pas que c'est un trou noir, là? Non, dans le sens, sans dis la aucun vie. changement, je Ouais. veux dire. En fait, c'est une boîte noire. Mais sincèrement, on voit pas ce qui se passe. Je voulais pendant pas ces dire dans le 40 sens ans-là, négatif, mais dans le sens aucun changement. Je pensais que ça allait être ça. Mais y la a-tu vie. du monde qui pense vraiment ça encore aujourd'hui? Ben moi, quand j'ai commencé à travailler dans mon domaine, je pensais que c'était ça la vie. Tu commences à travailler dans ce que tu as étudié, puis après ça, c'est la retraite et la mort. Là. Moi, il y a personne qui m'avait dit dans la vie, je te jure, là, attache tes culottes. Là. Puis même si tu ne changes pas de travail ou de carrière, dans ton travail, dans ta carrière, je te jure, attends-toi à Toi, vivre du t'avais changement pas des entrepreneurs dans non-stop. ta famille. Non, absolument, c'est vrai. Ouais, parce que C'est moi, vrai. au contraire, moi, j'ai compris. Moi, dès que j'ai fini l'université, le travail, je savais, en partant, que jamais je travaillerais pour le même employeur toute la vie. OK. Ben, La tu vois, moi, retraite, c'est la j'avais pas dernière pensé. affaire à laquelle je pensais, tu vois. D'accord, ben, Mais tant j'ai eu des mieux, tant modèles mieux. d'entrepreneuriat dans ma famille qui m'ont montré que, regarde, si tu te lèves pas le matin, fille, t'auras rien, là, tu comprends? Oui, ça c'est faut que tu travailles pour avoir ce que tu veux, mais moi Ouais. c'était surtout tout ce dont on parle aujourd'hui, là, ressentir le besoin de changer pour passer à une autre étape, puis Ouais. avoir la chienne, c'est difficile. La différence entre le subconscient et le conscient, là, Ah, mais c'est clair. c'est Ouais, comme ouais. un peu nouveau. Là. Puis je te Ouais. le dis, moi je donne des conférences partout dans le monde. Cette semaine, j'étais à Paris, j'étais en France. On pour une va tournée de revenir conférences. là-dessus, ouais. Mais on est 20 ans en avance sur l'Europe. Au Québec? De ce qu'on parle Ils présentement ont à pas la de saumon. radio. Là, Ils ont pas de saumon. ben, ils savent c'est quoi parce que j'en ai parlé en Là, masse. maintenant, écoute, c'est fabuleux. C'est une analogie fantastique, je trouve, Daniel. Franchement, là, je pense que ça a dû beaucoup résonner dans la tête de nos auditeurs. On va voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez envie de changer de vie? Évidemment, toujours le problème, c'est comment ne pas regretter son choix, comment être sûr de pogner la bonne rivière, hein? Et surtout, comment ne pas écouter les autres. Deuxième peur dont nous parlait Daniel Blouin. Effectivement, c'est très vrai. Souvent, les gens vont dire, hey, touche à rien, là, gars, t'es bien de même, là? Oui, mais un petit malheur tranquille, tout le monde est capable de vivre avec ça. On revient avec nos invités, bien sûr, et vos commentaires. Vous nous appelez au 514-790-9850 et sans frais partout, le 1-866-790-9850. On parle de ce que ça nous prend des fois dans la vie pour faire des changements. Vous n'êtes pas obligé de changer de job, changer de chum, changer de vie, changer de blonde. Pour faire des petits changements aussi. Un petit changement une fois par semaine, tu sais, tu lances ça comme mission, ça peut... C'est juste d'être dans la mouvance, c'est juste d'être dans son petit courant, comme tu disais, Ben oui, Daniel absolument. Blouin, Puis- j'adore ton analogie du saumon. Ghislain Demers également qui est avec nous, qui lui change de vie aussi régulièrement, tu vas nous le dire. Ghislain, on va parler à Stéphanie avant, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien ce matin. Est-ce que ça vous fait réfléchir tout ça, Stéphanie, ou vous êtes dans le courant, vous? Non, moi j'ai fait ce changement-là il y a plusieurs années. J'étais enseignante, puis à un moment donné, puis mon père m'en avait dit un petit peu comme Daniel, trouve-toi une job, reste là, puis tu sais, va chercher ton fonds de pension. Et quand je lui ai dit, papa, je quitte tout, puis je pars à mon compte parce que c'était mon rêve, ça faisait aucun sens pour lui. Et comme le disait Daniel, c'est clair qu'avant de prendre la décision, on a un stress, on se pose la question, c'est une bonne affaire. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des grands tournants dans ma vie, quand la décision était prise, je me couchais ce soir-là en me disant,
OK, je le sais que c'est correct, c'est ça, c'est parfait. Ça veut pas dire qu'après, c'est pas toujours facile. Ça veut pas dire que, mais en quelque part, j'ai été en accord avec, OK, voilà la décision que j'ai prise. Même si mon père me disait, voyons donc, t'es-tu tombé sur la tête, puis ça n'a pas de bon sens, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis aujourd'hui, mon Dieu, quelle belle décision que j'ai prise en 2005 de partir à mon compte, de faire des conférences. Fait que Daniel, c'est Stéphanie Milot. Ben, j'allais Salut, vous le dire, Stéphanie, je commençais à reconnaître la voix. J'ai dit, je la connais, ça doit être Stéphanie Milot. Je l'ai même pas reconnu. C'est drôle, mais qu'est-ce que tu faisais, Stéphanie, avant? Avant, j'étais enseignante, donc j'ai enseigné, moi, pendant 10 ans, entre autres, au HEC, puis dans une commission scolaire, et j'adorais ce que je faisais, mais quand j'ai pris la décision de dire, OK, j'aimerais travailler pour moi, je veux être maître de mon horaire, je veux choisir mes clients, ça, c'était en 2005, et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que, comme je vous dis, mon père me disait, voyons donc, c'est pas de bon sens, et plein de gens autour de moi, mes collègues, qui, eux, avaient leur permanence, puis tu as 2 mois de vacances l'été, c'est pas une décision logique. Mais c'est jamais logique. C'est jamais logique. C'est toujours irrationnel. C'est une poussée de vie qui vient en dedans. Ben, surtout que toi, tu dis que tu étais enseignante. Fait que là, tu dis, là, je vais me partir en entreprise, je vais me lancer en conférence. Tu avais déjà tes thèmes, tu savais ce que tu voulais faire, tu avais déjà une idée qui avait mûri, j'imagine. C'était pas du jour au lendemain sur un coup de tête non plus. Ça faisait des années que je pensais à mes thèmes, mais entre quitter ton job puis dire, OK, j'ai plus de paye la semaine prochaine. Non, ça, c'est tough, ça. Ouais. C'est tough. Puis honnêtement, là, si je vais être très honnête, la première année, combien de fois j'ai pleuré, puis je disais à mon mari, Louis-Jean, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a pas de bon sens, je devrais retourner. J'étais tannée de ce stress puis de cette insécurité parce que c'est pas dans ma nature profonde. Je peux être insécure de façon assez naturelle, donc c'était pas logique. Puis je suis certaine qu'il y a plein d'auditeurs puis d'auditrices qui se reconnaissent là-dedans. Quand t'as pas une grande tolérance au risque, c'est pas des choix faciles, mais en quelque part, si on suit notre intuition, on se dit, bon ben, à un moment donné, OK, aujourd'hui, je suis tellement contente, 12 ans plus tard. Mais t'aurais pu retourner comme enseignante. J'aurais pu. Ah non, j'aurais pu. Puis j'ai failli le faire à quelques reprises dans la première, même dans la deuxième année, parce que j'étais toujours sur la liste de rappel, puis à un moment donné, j'ai dit non, on persévère, puis là, à un moment donné, l'entreprise a commencé à mieux aller, donc ça a été heureux, comme on dit. Est-ce que tu entrevois éventuellement une autre, prenons le mot de Daniel Blum, oui, une autre sortie de zone? Pas au niveau professionnel. Je suis tellement bien dans ce que je fais. Par contre, on vient de faire une grosse sortie de zone au niveau personnel. Mon mari et moi, on vend notre résidence, on déménage. Donc ça, c'est une autre sortie de zone, mais c'est plus au niveau personnel. Puis encore là, c'était une grosse décision qui a été pendant 2 ans. On en a discuté. Puis quand on a signé, je me suis couchée ce soir-là en disant à Louis-Jean, je suis tellement confortable avec notre choix. Je le sais qu'on fait la bonne chose et j'ai jamais hésité depuis. Puis ça, c'est au mois de mars là, qu'on a signé. C'est vrai. Ça aussi, c'est vrai que c'est important quand t'as quelque chose, une maison, un appartement, un endroit où t'es, c'est notre cocon. Là. Mais je pense que c'est important de savoir Ghislain que fait souvent ça. Lui. Hey, merci Stéphanie Milot. Merci. Bravo Ghislain, Stéphanie. c'est ça que tu fais. Toi, tu bouges régulièrement. T'as toujours bougé là, dès ton plus jeune âge. T'as voyagé. Le voyage, c'est quand même pas mal un moteur dans ta famille, avec ta blonde, avec ta fille. Ça a été un peu l'ingrédient de base pour me permettre de me libérer. Parce que j'étais pris dans un carcan. Puis il fallait que je trouve une façon de sortir. Puis, comme j'expliquais à Daniel tantôt, je sortais d'une relation, ça faisait 5 ans. De 15 à 20 ans, j'étais avec la même fille. Puis, quand elle me laissait en me disant « Toi, t'as pas de but dans la vie. Moi, je sais qu'est-ce que je vais faire. » Je me suis assis puis j'ai fait « T'as raison, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. » Mais pour l'instant, je pars en voyage. Fait que je suis allé en Europe pendant 1 an et demi, 2 ans. Avec quel argent? Comment tu vivais? J'avais 400 $ quand je suis parti, après avoir acheté mon billet. Puis je savais pas combien de temps j'allais rester. J'avais un billet aller-retour. Fait que je me suis dit, au pire aller, quand j'ai plus d'argent, j'ai juste à me rendre à Amsterdam, prendre l'avion, puis je reviens. Puis effectivement, après 2 ans, je suis revenu avec 10 sous dans mes poches. Mais pendant 2 ans, t'as vécu, mais t'as dû faire des petits job-ins? J'ai vendu de la pizza, j'ai travaillé comme bénéficiaire auprès de gens qui avaient besoin d'aide. J'ai travaillé pour la base canadienne de l'armée à l'heure en Allemagne. Puis j'ai toujours trouvé des façons de faire des sous qui, en échange, m'amenaient à faire plus de voyages, à découvrir d'autres zones, d'autres pays. Puis éventuellement, je suis revenu parce que j'ai eu un accident d'auto. Et
suite à cet accident-là, j'étais un peu ébranlé, puis j'avais besoin de retrouver une stabilité. Fait que je suis revenu à cause de ça, puis il me restait 10 sous dans mes poches. Puis là, après, tu t'es dit, là, t'avais quel âge? T'avais 20. À ce moment-là, j'avais 21. Quand je suis revenu, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, ça fait 2 ans que je voyage en Europe et je connais même pas le Canada parce que pendant mon voyage, les gens, oh, t'es Canadien, t'es Québécois. Ouais. Puis il y a personne qui me posait des questions auxquelles j'avais des réponses. Fait que je me suis dit, il faut que je fasse un prochain voyage. Puis le prochain voyage, ça va être à travers le Canada. Je vais partir d'un pôle, puis je vais aller à l'autre. Puis fait que c'est ce que j'ai fait, en fait. En 90, je suis parti de Saint-Jean-Terre-Neuve sur le pouce jusqu'à Victoria. Puis ça m'a pris 8 mois. Wow, fait que t'es un peu un baroudeur, là. Tu sais, tu te balades, enfin, à l'époque, tu te baladais beaucoup. T'as quand même trouvé le moyen de faire un bac en communication organisationnelle à Trois-Rivières, à l'UQTR. Ouais. Toi, t'as fait ça après? Non, en fait, c'est ça. J'ai fait, c'est ce que j'ai terminé en 90. OK, avant de partir en voyage. Puis je voulais, pour j'utilise tes bulles, Daniel, parce que je trouve ça génial comme image. Une des bulles que j'avais, c'est que je voulais faire une maîtrise. Une autre bulle, c'était que je voulais la faire en anglais parce que je voulais être bilingue. Je parlais pas anglais. Puis une autre bulle, c'était que je voulais connaître le Canada pour pouvoir répondre à des questions quand les gens me demandaient c'est quoi le Canada? Ouais, fait que t'es allé à Vancouver, t'as travaillé là pas mal. Puis encore une fois, au bout d'un certain nombre d'années, tu t'es dit c'est plus moi, faut que je bouge. J'ai fait ma maîtrise en urbanisme. J'ai jamais fini parce que j'ai pas défendu ma thèse. On m'a offert un boulot. Je travaillais pour la ville de Vancouver. J'étais gestionnaire des mesures d'urgence à Vancouver. Puis je me suis brûlé. C'était tellement politique. Puis je me suis aperçu que la politique, c'était pas pour moi. Mm-hmm. J'avais besoin de plus d'action. J'avais besoin que ça bouge. J'avais besoin de me commettre à des choses. Puis en politique, je m'apercevais que je pouvais pas faire ça. Fait que tu t'étais pas trouvé là-dedans, finalement. Là. Non, effectivement. C'est un peu une quête, finalement, pour savoir qui t'es puis ce que t'aimes, ton parcours, Ghislain. C'est une quête pour pas rester à quelque part où je suis pas heureux. C'est vraiment ça, ma quête. C'est de pas faire du surplace, de travailler à me sortir des événements qui me rendent pas heureux, puis de planter des graines pour me permettre à long terme d'évoluer puis de ne pas rester pris dans le même carcan. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec vos commentaires. 514-790-9850. Sans frais partout au Québec. Vous pouvez nous joindre et nous raconter un peu comment vous voyez la vie finalement. C'est une discussion un peu large sur comment faire pour être plus heureux dans notre vie. Tu sais, des fois, il faut changer des affaires. Tu peux pas être heureux en restant comme ça si tu es malheureux. Vous pouvez faire le 1-866-790-9850. Évidemment, le danger, c'est toujours de regretter son choix. Parfois, on se dit, non, je suis pas sûre. Il y a votre instinct naturel qui vous enligne vers quelque chose, mais vous avez peur de vous tromper. Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut rester dans son petit malheur tranquille? À tout de suite, tout le monde. Pendant la pause, un de mes invités, Daniel Blouin, qui est conférencier, qui a écrit Entrée de zone pour tous ceux qui et sortie de zone pour tous ceux qui songent à effectuer un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Et il nous faisait écouter avec Ghislain Demers, qui est un designer de vie, c'est un peu comme ça qu'il s'appelle. Il nous faisait écouter le succès à Paris parce que Daniel, tu disais que là-bas, les Français, les Européens sont un peu en retard par rapport à nous. Ben c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment eux qui me le disent. À chaque fois que je vais en Europe, ils me disent ce que tu dis là, ton sujet de sortir de sa zone, marcher vers ce que tu ressens que parce tu dois faire. Parce que c'est des sociétés très conformistes. Absolument, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus hiérarchique, c'est rouillé. Là. Mais à la limite, nous, on est entre les Américains et l'Europe. On l'est moins que les Américains. Parce que la psychologie, tout ce dont je parle, c'est américain à la base. Ouais. Puis il y a une vague qui s'en va vers l'Europe. Puis je te jure que dans 20 ans, en Europe, ça va être comme c'est aujourd'hui ici. Là. C'est garanti. Est-ce que tu veux que je te fasse oui, j'aimerais ça que les gens l'entendent. Ça, c'est 7 semaines en plein cœur de Paris devant 1000 personnes. Là, c'était l'ovation debout. Là. Moi, j'ai failli pleurer sur la scène. Pour de vrai, je me mets mon livre dans le visage pour pas pleurer. Là, on voit, il y a 3 étages de monde dans la salle. Il y a quoi? Il y a plus que 1000 personnes? Il y a environ 1000 personnes. Wow. Aïe, aïe! Bravo! Mais je vous le confirme, là, il y a une vidéo, là. T'as dû mettre ça sur un de tes Facebook ou quelque chose? Pas encore, non. Tu devrais.
Mais c'est impressionnant de voir ça. Écoute, il y a des humoristes qui paieraient cher, des humoristes québécois qui paieraient pour avoir ce genre de public, parce qu'on dit que le public français, il se lève pas vite. Ouais, puis sais-tu quoi, là, ce que je disais à Ghislain avant l'entrevue, écoute, moi, j'ai pas changé mon accent là-bas. Là. C'est drôle, j'ai parlé pendant 1 heure. Tu ne dis pas, je ne suis pas une princesse? Je ne suis pas une princesse? Non, mais je changeais pas d'accent, mais j'articulais mieux, mais je changeais pas d'accent. Est-ce que tu avais de l'eau chaude là-bas? De l'eau chaude, non, je sais pas, mais moi, je sortais des expressions comme j'avais la chienne, puis je disais ça. Puis le monde comprenait, là? Non. Ah mais il fallait que je l'explique. Mais ça, je suis beaucoup plus drôle en Europe qu'ici. C'est vrai? Parce que je dis j'avais la chienne, puis là, ils comprennent rien, puis là, je l'explique. Quand je dis fouillez-moi pourquoi, là, ils comprennent rien, il faut que je l'explique. Non, mais c'est vrai, c'est très drôle. Je suis beaucoup plus drôle là-bas. Chantal est avec nous. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour. Je voulais juste vous parler de mon expérience. Oui. Moi, ça faisait plusieurs années, je travaillais en communication et puis je me sentais toujours comme un robot, toujours la même job depuis plusieurs années, les mêmes gens, le même endroit, puis tout ça. Puis là, en 2012, mon conjoint a eu une offre d'aller travailler en Colombie-Britannique. Puis là, du jour au lendemain, on a dit oui. On est parti 3 semaines, on a mis le condo en vente, on a tout vidé, on est parti. Vous savez, ça a été une belle expérience. Oui, lui, c'était plus facile parce qu'il y avait une job là-bas. C'était à Kitimat, à Colombie-Britannique. Mais pour les femmes là-bas, c'était pas évident. Moi, surtout, j'étais en communication, un village de 10 000 personnes. Mais faut que quand tu t'en vas comme ça, là, faut que tu te vendes beaucoup, OK? C'est pas aussi facile que le monsieur dit, t'as un rêve. Oui, moi, j'étais une aventurière dans l'âme, mais j'étais une peureuse. Mais quand tu arrives là-bas, moi, j'avais des études universitaires, je suis capable de me vendre parce que j'étais une fille de com, je parlais anglais, puis tout ça. Fait que là, il a fallu que je me vende pour essayer d'avoir une job. Mais finalement, j'ai été chanceuse. J'ai été enseignante en français langue seconde pendant 3 ans. Mm-hmm. Puis j'ai vécu, là, une expérience formidable. Et j'en avais des frissons le soir quand je me couchais. Là, je me disais, là, maintenant, je peux mourir parce que c'était tellement une expérience enrichissante. Oh, wow! Okay. Mais je dis pas que ça a été facile, OK? Je n'ai jamais dit que c'est facile non plus. Là. Je le dis que c'est difficile. Très difficile parce que souvent, j'avais comme un manque de ma famille, ma mère surtout. J'avais comme à cause de l'éloignement, ben oui, c'est ça. Oui, un cafard en dedans, puis ça. Puis vous savez, quand on est des Québécois, vous savez, dans l'Ouest, on est comme moins aimés, tu sais, puis faut que tu sois aussi un ambassadeur pour le Québec. Il y avait des Québécois là-bas du Saguenay, puis je leur disais, vous savez, il faut qu'on soit des ambassadeurs, faut qu'on s'intègre. Puis j'ai vu là-bas la communauté autochtone, comment ils s'en occupaient, puis ça. Chantal, il y a aussi le fait, merci beaucoup de votre témoignage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que Chantal dit, mais il y a peut-être aussi l'idée que, à la base, c'était le projet de son conjoint. Elle a embarqué dans le projet de son conjoint. C'est peut-être ça une autre difficulté. Ghislain, d'ailleurs, tu l'as fait avec ta blonde. Ouais. C'est difficile des fois d'avoir des projets communs qui vont au même endroit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des couples qui se séparent. Absolument. Quand tu te rends compte que ton projet, c'est pas le projet de l'autre. Ouais. Puis des fois, bon, puis je dis pas que c'est plus les filles que les gars, mais souvent ça l'a été. Là. La fille suivait le gars. Là maintenant, c'est un petit peu plus équitable, mais c'est vrai que des fois, c'est le projet de l'autre. Comment trouver ta source? Si c'est le projet de l'autre, c'est important que. Mais ça peut être plus difficile aussi pour ça. On s'assoit ensemble puis que ça devienne notre projet, et pas juste le projet de l'autre. Puis dans ce sens-là, peut-être que Chantal a eu de la difficulté parce que elle a suivi son conjoint. C'est dur à dire en ce moment. Oui, mais elle a eu de la difficulté, là, mais moi, je l'ai écouté parler, puis c'est un des plus beaux souvenirs de sa vie, je pense. Ça. Là. Moi aussi, c'est ce qu'elle disait, finalement. Mais ça me fait rire, ça. Ça me fait rire. Ça, je veux pas juger, mais parce que son argument négatif, c'était difficile. Ouais. Oui, je le sais, je le dis. Je ne dis pas que c'est facile. Ouais. Je peux le dire 1000 fois, c'est difficile. Quand tu sors de ton trou, de ta fosse, de ta zone, tu te mets la vie dans la face. Tu te mets dans le courant. C'est difficile. Mais ça, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce que quelque chose est difficile qu'il ne faut pas que tu le fasses. Ouais. Devenir en forme physiquement, je te le jure, c'est très, 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 très difficile. Mais pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Ouais. Ce n'est pas du tout un argument, le difficile. Mais on s'entend-tu qu'on aime plutôt ça quand c'est facile? Ben oui, ben moi aussi. Mais il faut le confort, le bonheur n'est pas confortable nécessairement. Ouais. C'est quand on progresse des micro-déchirures. C'est pas parce qu'on est confortable qu'on est heureux. Ben pas du tout. Donc ça n'a absolument rien à voir le difficile ou le facile. Il faut que tu le fasses. Elle l'a prouvé, c'est un des plus beaux souvenirs de sa vie. Ouais. Elle en avait des frissons. Elle dit je peux mourir maintenant. Bon, imagine, mais là dire c'est difficile. Ben oui, c'est difficile. Sébastien, bonjour, rapidement avant la pause. Bonjour Sébastien. Oui, bon matin aux invités. Bon matin, toi aussi.
merci. Ma copine et moi, là, on quitte avec notre catamaran, on s'en va. Là, ça fait 5 ans déjà qu'on passe l'hiver là, aux Bahamas. Wow. Et, ça, c'est difficile, hein, comme sortie de zone. C'est dur. Et puis c'est spécial, ça vient de ma copine qui, elle, a voyagé beaucoup, elle a passé du temps sur un bateau. Fait que c'est souvent les hommes qui s'en vont vers le monde de la voile ou au niveau nautique. C'est elle qui m'a emmené là-dedans, puis là, notre passion est partie ensemble. Puis là, on quitte, là, on vient de louer notre maison et on quitte là, pour les îles Vierges britanniques, puis toute la chaîne antillaise. Là, on s'en va faire du charter, là, on s'en va travailler, là, mélanger la passion et le travail là, pour les prochaines années. Là, on passe 6 mois là, l'hiver prochain aux Bahamas dans les Exumas, puis par la suite là, on navigue là, vers les îles Vierges et Saint-Martin là, pour les prochaines années. Bravo. C'est génial. Est-ce que tu te sens vivant présentement? Là? Ben, ça fait des années, nous, ça fait 10 ans, on a pris notre première sabbatique, puis c'est ça qui, quand on est revenu de ce voyage-là, ça a changé notre vie, puis on s'est dit, tu sais, la vie, oui, il faut travailler, mais comment qu'on peut mélanger le plaisir et le travail, puis on a beaucoup d'amis, on a perdu de la famille, des amis avec le cancer et tout, on sait comment que ça va vite. Fait que nous, le catamaran s'appelle One Life, on a juste une vie à vivre. Wow. One Life, c'est bon. Dans notre cockpit, c'est marqué « Don't dream your life, live your dream » en gros, tu sais, de dire on en a juste une, il faut mordre dans la vie. C'est une belle inspiration. Hey, quel âge avez-vous, Sébastien? Moi, j'ai 43, ma copine a 41. Ça fait déjà 5 ans moi, je fais du paysagement l'été, fait que ça me permet l'hiver d'être sur mon bateau. Fait que là, ça fait 5 ans qu'on est dans les Exumas. Avez-vous des enfants? Non, on a juste notre mascotte là, qui est notre petit caniche. Là. C'est sûr que ça aide énormément. C'est plus facile, là, mais c'est beaucoup de sacrifices. On a souvent la phrase des gens quand on leur explique là, t'es chanceux. Mais c'est pas vraiment de la chance. On l'a travaillé. On avait un but. Mais c'est une passion. Puis c'est des gros changements. Là, on vient de louer notre maison. Là, on vient de tomber dans une micro-maison. C'est vrai? Oui, là, on habite dans une micro-maison. Là, actuellement. Là. Bon, t'es prêt à payer le prix pour ce que t'as à faire. Ouais, et ce n'est pas facile. Hey Sébastien, restez à l'écoute. Normand va me rechercher, je vais prendre vos coordonnées. Merci beaucoup de votre témoignage. On s'arrête, on vient après la pause. Mes invités, Ghislain Demers et Daniel Blouin, 2 personnes qui ont décidé de changer de vie plusieurs fois. D'ailleurs, Ghislain, vous l'avez fait 4 fois au moins? Oui, puis on se prépare à la 5e fois. Là. Puis la 5e, ça va être quoi? Scandinavie. On aimerait ça vivre dans un pays nordique, dans un environnement social développé. Comme je disais à Daniel tantôt, je trouve qu'au Québec, au niveau social, on est un peu les adolescents de ce qui se passe en Scandinavie, puis on aimerait ça aller plus vite, plus loin, vivre là-bas pour voir vraiment comment ça se passe. Wow, fait que votre blonde est d'accord avec ça. On travaille à mettre ça en place pour l'année prochaine. C'est ça, il faut se préparer pour ça. Ce que les gens doivent savoir, c'est que Ghislain, à chaque 7 ans, prend une année sabbatique pour partir dans le monde. En fait, c'est pas systématique comme ça. Ça se vit pas comme ça. À chaque 5 ans, je commence à me sentir mal dans la vie que j'ai. Puis ça me pique. Puis j'ai le goût de me gratter. Puis ça finit toujours par un voyage ailleurs. Ouais. Et ça ne veut pas dire des échecs ou des erreurs. Ouais. Lui, il met du piquant dans sa vie. Il grandit, il évolue. Non, mais c'est vrai. Ouais. Puis il y en a qui doivent se dire, lui, il est instable. Mais il y en a sans doute beaucoup, parce qu'il y en a sans doute beaucoup engagés. Je pense que lui a plus compris. Mais il y a aussi une mentalité. Il y a aussi une mentalité, puis ça, c'est une mentalité peut-être Québec un peu. Là. Daniel m'écrit, moi, je vis ce que vous décrivez en ce moment, peur du changement. Et paradoxe, ma fille vit en Australie après une maîtrise au Brésil. On me dit de la convaincre de s'enligner vers ici pour ramasser des rentes. Puis elle dit, qui suis-je, moi, pour la convaincre, moi qui cours après mes 2 semaines de vacances et qui rêve de changement? Inspirez-vous de votre fille, plutôt. Viens-on au paradis avec 2 semaines de vacances par année? Allez au Brésil, ça, c'est Daniel! Le paradis. Allez, sa fille est en Australie, allez la rejoindre. Faites le chemin inverse. C'est plutôt ça. Tirez-la pas vers le bas, s'il vous plaît. Exactement, parce que, mais bon, en même temps, tu disais, c'est pas facile. Ça, la notion de difficulté, faut pas la minimiser parce qu'elle est réelle. Tout à l'heure, Stéphanie Minault nous l'a dit. Exact. Elle a failli plusieurs fois retourner dans son ancienne vie. C'est la première tentation. Quand tu as le courant d'en face, le courant veut juste te ramener en arrière. Toi, tu as été un producteur, on fait ça vite, là, tu as été un producteur avec Donald K. Donald, tu roulais, ça marchait. Mais vraiment des noms connus, là. Ouais, Kevin Parent, France d'Amour, Marchantal Toupin, Annie Brocoli. C'est tous des gens que j'ai produits à l'époque où ils étaient des inconnus. Et après ça, moi, j'ai eu une agence de communication pendant 12 années à Québec. Qui marchait super bien. Qui faisait la promotion de Céline Dion, du Cirque du Soleil, de toutes les grandes vedettes, de Louis-José Hood également, des Québécois. Là, les grandes vedettes de passage à Québec, j'ai quitté il y a 4 ans parce que je le sentais plus. J'avais fait le tour de mon trou de ma fosse de ma zone. Je commençais à m'éteindre, mais il n'y avait pas d'explication à ça.
j'étais dû pour une autre étape de ma vie. J'ai donné, là, je sais ce que ça fait quand je fais ça. J'ai donné les parts à mon associé. Et là, là, c'est il y a 4 ans. Là. J'avais 41 ans, j'en ai 45. Et je me suis mis à déneiger les rues de la ville de Québec. Dans mon livre, là, il y a une photo de moi, je déneige les rues de la ville de Québec. C'était ça ta job, là? Ben oui, je faisais ça, mais je savais que j'allais avoir ma nouvelle bulle. C'était pas la passion pour le reste de ma vie, ça, je le savais. Là, j'étais dans le courant, j'étais juste en transition. C'était pas une erreur. Puis écoute, moi, quand je marchais devant la souffleuse, là, il y avait des voitures qui passaient, puis d'habitude, quand il y a une voiture qui roule, il y a un humain dedans. Puis moi, à Québec, je connais des milliers d'humains qui, d'habitude, m'appelaient pour avoir des billets de Céline Dion, du Cirque du Soleil, puis là, ils voyaient déneiger. Puis là, ils me voyaient marcher devant la souffleuse. Ils ne comprenaient rien, puis moi non plus, je comprenais rien. Ça, c'est des poussées de vie. Mais je savais que j'allais avoir ma nouvelle bulle. Mais t'étais-tu obligé de passer par là? Ben, écoute, je n'avais aucune idée. Moi, quand tu as la main trop sur le feu, là, à un moment donné, ça devient une question de vie ou de mort. Quand tu t'éteins, puis tu n'arrêtes pas de t'éteindre, à un moment donné, tu développes des symptômes psychologiques, physiques. Ça brûle. Il faut que tu t'attasses du feu. Puis quand on entreprend des changements comme ça, il y a une période de déconstruction qui est nécessaire. Il faut que le confort dans lequel on est, ben il faut qu'on s'en sorte. Puis la seule façon de s'en sortir, c'est de se mettre dans des situations... Dans l'inconfort, justement. Puis de le tolérer, là. Une sortie de zone, c'est reculer d'un pas pour avancer de 2. Moi, j'ai avancé de 1000. Parce que, je veux dire, depuis moi, là, il y a 4 ans, je déneigeais les rues de la ville de Québec et je n'avais aucune idée que je savais comment écrire. Et aujourd'hui, les gens sont debout à Paris pour t'écouter et boivent tes paroles de saumon. Partout dans le monde, j'ai 2 livres d'écrits, un best-seller. C'est complètement surréel. Parlant de livres, s'il y a des gens qui s'intéressent, on a 2 livres à faire tirer de Daniel Blouin, une préface de Christine Michaud qu'on aime bien aussi, pour Entrée de zone. Pour Sortir de zone, c'est Annie Brocoli qui l'a fait. Alors, vous nous appelez au 514-790-9850 pour pouvoir avoir Sortie de zone et Entrée de zone. Merci beaucoup, Daniel Blouin. Écoute, sinon, bonne continuation. DanielBlouin.com, tout est là. Il y a plein de bonus. Laissez votre courriel. Ghislain Demers, merci. Bonne continuation à vous aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Ça a été une discussion inspirante pour plein de gens, j'en suis sûre. On se retrouve après avec Mario Cyr, un autre personnage inspirant.